L'entretien commence donc sous surveillance. Et quand il s'agit de savoir si l'on peut être à la fois lobbyiste et œuvrer pour la candidature de McCain, la réponse est pour le moins fuyante. Je travaille un peu comme volontaire. Et en insistant, on ne fait qu'aggraver son cas. Coup de téléphone, l'entretien est terminé. Invesco Field à Denver, le stade de football américain. C'est ici que Barack Obama doit officiellement être sacré ce soir candidat du Parti démocrate. 80 000 spectateurs, 15 000 journalistes venus du monde entier. C'est la première fois depuis Kennedy qu'une investiture a lieu dans un stade. En bas dans l'arène, les simples militants. En haut, les notables démocrates. James Chanos est un milliardaire de Wall Street. Démocrate convaincu, il a convié ses amis dans le confort d'une loge privée, louée $1 million pour la soirée. $1 million versé au camp de Barack Obama. Il a fallu beaucoup de travail pour arriver ici, et aussi donner de l'argent à la convention, au parti, et soutenir le candidat. On verra le résultat. Donc pour résumer, beaucoup de travail et quelques chèques. On peut avoir une idée des montants? Restons-en à beaucoup de travail et quelques chèques. À 1500 km de là, à Minneapolis, les républicains eux aussi sacrent leurs candidats. Et comme chez les démocrates, la convention est financée par les entreprises privées du pays. C'est un milliardaire, Woody Johnson, héritier de Johnson & Johnson, le premier groupe pharmaceutique américain, qui en est le trésorier. Pour trouver les presque 60 millions de dollars nécessaires à la convention, il a fait jouer son carnet d'adresses, du secteur énergétique aux télécommunications. De nombreux élus républicains sont présents. Les entreprises qui cherchent à gagner leur bonne grâce sont servies. Des élus que Woody Johnson, républicain depuis plus de 20 ans, accueille discrètement dans une loge privée à son nom. Les entreprises ne font pas ça pour avoir accès aux élus, mais pour augmenter l'attractivité de leur marque. Par exemple, FedEx ou une entreprise qui vend des voitures. Si les gens ont une bonne image de ce que fait l'entreprise, alors ils seront plus enclins à acheter leurs produits. C'est d'ailleurs l'entreprise Johnson & Johnson qui sponsorise ce matin, à quelques pas de la convention, un déjeuner de délégués texans. Parmi eux, des législateurs qu'il convient de choyer. C'est la présidente du Parti républicain du Texas en personne qui fait la publicité des sponsors. Je vous le dis franchement, on a les meilleurs sponsors de tous les États-Unis. Ces entreprises, Union Pacific et Johnson & Johnson, ont de super comités d'action politique. Et leurs employés donnent de l'argent et apportent cet argent aux bons candidats qui partagent nos principes. Et nous sommes reconnaissants pour tout le travail que ces entreprises font. Et j'espère que vous leur direz à quel point le Parti républicain apprécie ce qu'ils font. Ces entreprises partagent toutes nos valeurs. Le sens de la famille, moins de régulation de l'État, moins d'impôts. Comme ça, tout cet argent que les gens mettent de côté sert ensuite à acheter des produits et cela crée de bons emplois. À la sortie, les sponsors fournissent aux délégués des argumentaires de communication, de quoi promouvoir leurs intérêts. Au Parti républicain, on affiche sans complexe le soutien apporté par l'Amérique des affaires. On enchaîne avec Lockheed Martin qui sponsorise le prochain déjeuner. Lockheed Martin, le plus gros groupe de défense au monde. Les entreprises rechignent à avouer leurs liens. Dans les couloirs de la Convention, nombre d'entre elles convient discrètement dans leur loge les notables du Parti républicain. Amy Goodman, journaliste d'investigation, ne cesse de dénoncer le poids des lobbies, chez les républicains comme chez les démocrates. Si la loi interdit aux entreprises de donner directement aux candidats, elle ne prévoit aucune limite au financement des conventions. D'ici jusque-là, ce sont toutes des suites privées.
Les entreprises peuvent donner des sommes illimitées. Et on ne sait pas qui donne, on le sait seulement au moment de l'élection, quand c'est trop tard. C'est important d'aller voir derrière les portes fermées, car ces gens sont des élus. Ce sont soit des délégués de la Convention, soit des politiciens puissants, qui sont tous supposés représenter les intérêts de la population. Mais au final, tous ces gens sont entourés de lobbyistes, qui donnent de l'argent et aident à régler les factures. Tout cela doit être dénoncé. Dans la ligne de mire, des personnalités comme Robert Mosbacher, ancien ministre du Commerce. Il est de ceux qui ont permis au camp républicain d'amasser des dizaines de millions de dollars depuis le début de la campagne. Robert Mosbacher, pétrolier du Texas, est un expert. Il avait levé en 1988 20 millions de dollars pour financer la campagne de George Bush, père. Si vous voulez montrer vos pubs à la télévision, si vous voulez faire voter les gens, si vous voulez avoir des gens qui travaillent pour vous dans les États, pour mettre en place tout cela, cela exige de l'argent. L'argent, c'est le lait nourricier de la politique. Deux candidats pour une course à 1,5 milliard de dollars. Et c'est l'Amérique tout entière qui paye. Les principaux secteurs économiques qui contribuent sont le secteur financier, 115 millions de dollars. Les lobbyistes, 75 millions de dollars. L'énergie, 10 millions de dollars. Une somme d'intérêts économiques et la campagne présidentielle la plus chère de l'histoire, au centre de toutes les convoitises. Le Texas, berceau de l'industrie pétrolière américaine. L'or noir est la première richesse et la fierté de la région, bastion des républicains. La métropole Houston est le repère de la dynastie Bush. Le père et le fils ont tous deux financé leur campagne grâce à leurs amis pétroliers. Le sommet annuel de l'énergie, c'est le congrès des professionnels du pétrole pour lesquels l'or noir est une religion. Nous te remercions pour toutes les sources d'énergie, pour la technologie, pour l'industrie qui nous permettent de bien vivre. Amen. Ce matin, on attendait le candidat John McCain. C'est finalement Robert Mosbacher qui vient faire passer le message. McCain est bien le candidat des compagnies pétrolières. Il ne prononcera pas une seule fois le nom du républicain, mais tout le monde sait pour qui il roule. Nous aurons la possibilité de renforcer nos alliances à l'étranger pour qu'il y ait davantage de pays ouverts à l'exploration et à la production. Il va y avoir de plus en plus de petites nations riches et celles qui ne produisent pas de pétrole seront de gros consommateurs. Avec John McCain, l'industrie du pétrole peut être optimiste. Le républicain ne touchera pas aux privilèges fiscaux évalués à 18 milliards de dollars accordés par Bush. Obama, lui, veut les supprimer. Nous avons besoin d'un président et d'un parlement qui s'occupent vraiment de notre sécurité énergétique. Pour nous, aujourd'hui, c'est l'occasion de communiquer avec toute l'Amérique. Ils sont très inquiets. Ils sont nerveux. Donc ils devraient bientôt donner à McCain. McCain est un homme intègre et de caractère, et ça, c'est très rare. Les pétroliers américains ont une autre raison de soutenir le candidat républicain. La promesse de John McCain d'autoriser le forage pétrolier sur les côtes du pays, interdit depuis des années. Jusqu'alors, ils ont toujours pu compter sur le zélé président Bush pour faire avancer le dossier. À propos de l'énergie, il faut que nous lancions le signal suivant. OK, nous allons trouver du pétrole ici à la maison. Les marchés mondiaux doivent savoir que nous voulons faire des forages ici en Amérique. Depuis que George Bush est à la tête du pays, les dirigeants des grosses compagnies pétrolières ont leur entrée à la Maison-Blanche. Ils ont même secrètement rencontré le vice-président américain, un ancien du secteur pétrolier. L'affaire a été révélée par le Washington Post 4 ans après les faits. La Maison-Blanche n'a jamais voulu révéler la liste des participants. Les représentants d'Exxon, Conoco, Shell, BP ont rencontré à la Maison-Blanche les aides de Cheney qui travaillaient sur la politique énergétique américaine. Certains de ces travaux ont débouché sur des lois. Tyson Slocum, expert chez Public Citizen, un organisme citoyen qui dénonce le rôle de l'argent dans la politique américaine. Il accuse, c'est le lobby pétrolier
qui a dessiné la politique énergétique du pays. L'administration Bush s'est concentrée uniquement sur l'augmentation de la production pétrolière aux États-Unis en ouvrant de nouvelles aires de production. Elle a exempté de certaines redevances les compagnies pétrolières pour qu'elles forent sur le territoire national. Et enfin, elle leur a garanti une protection juridique au cas où leurs activités de forage pollueraient les installations d'eau potable. C'est à Houston que les compagnies pétrolières ont leur quartier général. C'est ici que Robert Mosbacher a fait fortune, ici que, grâce au pétrole, il a intégré le clan Bush. En 1988, c'est lui qui est chargé de trouver les fonds pour la campagne présidentielle de George Bush, le père. Là, c'est moi avec le président Bush. Il m'a dit « J'aime bien cette discussion au coin du feu ». Sitôt élu président, George Bush remercie son fidèle Mosbacher, qu'il nomme ministre du Commerce. Mosbacher assure que les contributions de campagne sont purement désintéressées, à l'époque de Bush père comme aujourd'hui. Les contributeurs ont surtout besoin qu'on reconnaisse leur mérite dans la collecte des fonds. Ça leur fait plaisir. Quand par exemple le sénateur McCain vient en ville, ils ont l'opportunité d'être photographiés avec lui. C'est tout. Ça ne va pas plus loin. Pourtant, en 1989, alors qu'il venait d'être récompensé, M. Mosbacher tenait dans le New York Times un autre discours. Monsieur Mosbacher est très déçu que trop peu de contributeurs ont été récompensés par des nominations politiques. Robert Mosbacher avait créé en 1988 le Club des 100, une aristocratie des plus généreux donateurs, ceux qui avaient collecté plus de 100 000 $. L'affaire avait fait scandale, le Parti républicain refusait catégoriquement de dévoiler l'identité des contributeurs. Celui qui avait révélé l'affaire, c'est Fred Wertheimer. C'est sous sa pression que les républicains avaient finalement rendu publique la liste du Club des 100 pour ne pas compromettre la nomination de Robert Mosbacher au gouvernement. Ils ne voulaient pas que les liens soient faits entre leurs contributions et les faveurs qu'ils obtiendraient. Cette activité-là existe toujours. Ces gens qui lèvent de grosses sommes d'argent auprès de nombreux donateurs, et ces sommes, ils les additionnent. On appelle ces gens-là des bundlers ou des fundraisers. En collectant 100 000 ou 500 000 $ pour un candidat, c'est une façon d'acheter de l'influence auprès de ce candidat. Les bundlers, ce sont des hommes d'affaires pour la plupart. Nous retrouvons Woody Johnson, l'homme qui a supervisé le financement de la Convention républicaine. Woody le bundler, puisque la loi limite à 2 300 $ le montant qu'un particulier peut donner à un candidat, il collecte les chèques auprès de ses riches amis. Nous avons récolté plus de 7 millions de $. Ça fait plusieurs mois qu'on travaille dessus. Le prix du ticket varie de 500 $ à 70 000 $, non, 100 000 $. Et qui vient à cette levée de fonds? Ceux pour qui les affaires marchent. 100 000 $ le ticket, c'est bien au-delà des 2 300 $ autorisés. Encore un contournement de la loi, l'argent ira au Parti républicain ou à des comités créés sur mesure pour financer la campagne de McCain, qui file par l'arrière de l'hôtel rencontrer ses bienfaiteurs. La soirée est comme toujours fermée aux médias. Les candidats n'aiment pas être vus demander de l'argent à leur riche soutien. Notre caméra cachée est vite repérée. Obama a une toute autre stratégie. Ticket d'entrée pour cette levée de fonds organisée par ses supporters, 50 $, payés par Internet. C'est la révolution Obama. Depuis le début de sa campagne, la majorité des dons est inférieure à 200 $. Ce recours à l'argent des petites gens, c'est l'image qu'Obama veut donner, loin des intérêts du capital. Habituellement, une levée de fonds, c'est 5 000 $ l'assiette. Si vous donnez 5 000 $ ou 100 000 $, vous pouvez attendre quelque chose en retour. C'est un problème avec les lobbyistes, le gros business qui donne de l'argent. Mais quand vous avez des gens normaux, des voisins qui donnent 50 $, ce qu'ils veulent en retour, c'est juste un bon dirigeant qui les représente. Pour augmenter la recette ce soir, Jeffrey a organisé une vente aux enchères. Certains commerçants du quartier ont offert des produits et la générosité de chacun est mise à contribution.
J'ai un bateau pour faire du ski nautique, donc j'offre une journée dessus pour celui qui veut faire une offre. C'est là. Bon, ce n'est pas une super photo, mais celui qui fait la meilleure proposition, je lui offre une journée de bateau. J'avais déjà fait un don à la campagne d'Obama et j'en ai fait un autre juste avant de venir par Internet. On va aussi certainement acheter quelque chose aux enchères. Grâce à Internet, Barack Obama dispose aujourd'hui d'une puissante armée de 2,5 millions de donateurs. Je suis sûre que vous voulez tous donner à Barack 500 $. Une stratégie qui ne doit rien au hasard. Cela fait plusieurs années que son état-major de campagne fidélise les sympathisants, contributeurs en puissance. La soirée touche à sa fin. Jeffrey, le maître de maison, fait le bilan. On a fait un bon chiffre avec les enchères, on a fait 2 000 $. En plus des 5 000 levés, au total, ça nous fait 7 000 $. 7 000 $? C'est vraiment beaucoup d'argent. Oui. Mon objectif initial, c'était 5 000 $. Alors là, c'est plutôt cool. Obama, le candidat du peuple, qui dénonce les puissances de l'argent. Obama qui sait aussi s'attirer les faveurs des milliardaires. Direction New York. Le candidat a de riches soutiens dans la capitale mondiale de la finance. En particulier parmi les maîtres de Wall Street. Historiquement, New York est un bastion du Parti démocrate. Avec plus de 20 millions de dollars versés, la ville est la plus grande contributrice du candidat Obama. James Chanos, manager d'un fonds spéculatif de 6 milliards de dollars, est une célébrité à Wall Street. Ce financier d'exception soutient les démocrates, comme la majorité de ses riches amis. Les marchés financiers ont été plus performants sous les administrations démocrates que républicaines. Beaucoup plus. On ne demande rien. Ni renflouement, ni argent du contribuable comme certaines banques, ni politique fiscale particulière. On veut seulement ne pas être accusé de choses que nous n'avons pas faites. Avant la crise financière de septembre, Barack Obama recevait de Wall Street près de 800 000 $ par mois. L'un des artisans de ce succès, c'est James Torrey, l'un des collecteurs de fonds d'Obama, un autre maître de Wall Street. C'est aussi l'homme qui a fait basculer dans le camp d'Obama d'autres pointures de la finance new-yorkaise, dont Orrin Kramer. L'homme supervise un fonds de pension de 80 milliards de dollars. Orrin Kramer est l'un des 5 meilleurs leveurs de fonds du Parti démocrate. Pour Barack Obama, c'était l'homme à recruter. Kramer le rejoint très tôt, dès janvier 2007. Le sénateur Obama voulait qu'Orrin Kramer rencontre son directeur de campagne pour que ce dernier explique sa stratégie. C'était un moment clé. Je me souviens qu'à ce moment-là, il disait avec inquiétude « Il nous faut 75 millions de dollars pour aller jusqu'à la fin des primaires et au-delà, là où on en est aujourd'hui. » Eh bien, nous avons levé 400 millions de dollars. Le journaliste John Heilemann a décrit cette opération séduction. Pour lui, le recrutement d'Orrin Kramer a convaincu Wall Street de soutenir Obama. Kramer fait partie de ces gens qui aiment parier. Il m'a dit à l'époque qu'il trouvait qu'Obama était sous-évalué, comme une action sous-cotée. Ces gens-là ne demandent pas d'avoir accès au président pour demander une exemption fiscale ou autre chose. C'est vrai que leur industrie, elle fait du lobbying pour ce genre de choses. Mais les individus, ceux qui décident de passer des heures de leur temps libre pour la campagne, à appeler des gens pour leur demander de l'argent ou à organiser des levées de fonds, ils le font pour être dans le coup, pour avoir la sensation qu'ils pourront avoir le président au téléphone. Wall Street conquise, le trésor de guerre est sécurisé. Obama doit maintenant gagner la bataille des pubs télé. C'est en saturant les écrans du pays, État par État, qu'il a vaincu Hillary Clinton. C'était il y a 5 mois, dans la course aux primaires. Barack Obama et Hillary Clinton viennent de lancer de nouvelles publicités négatives. Vous avez vu sa pub? Je refuse l'argent des compagnies pétrolières. Aucun candidat ne peut l'accepter, c'est interdit par la loi. Mais Barack Obama a reçu 200 000 $ de responsables de compagnies pétrolières. Chaque gallon d'essence vous coûte 3 $. Pourtant, Obama a voté la loi énergie de Bush en 2005 qui met 6 milliards de dollars dans les poches des compagnies pétrolières.
Hillary, elle, a voté contre cette loi. Elle obligera les compagnies pétrolières à créer les emplois dont l'Amérique a besoin. Hillary Clinton attaque sur le pétrole. Obama rend coup pour coup. À nouveau des attaques mesquines d'Hillary Clinton. Elle propose une exemption d'impôts bidons. Le choix, les trucs de Clinton qui aident les gros pétroliers ou Barack Obama et un vrai projet sur l'énergie. Mai 2008, dans l'Indiana, Hillary Clinton est encore en course dans le combat des primaires qui l'oppose à Barack Obama. La guerre des pubs fait rage, une aubaine pour les chaînes de télé locales. Achat d'espace prime time, ciblage de toutes les couches sociales. Le camp Obama dépense 3 fois plus qu'Hillary Clinton, une frappe médiatique très ciblée. Juste avant les élections, les gens de la campagne d'Obama sont venus et ils ont réservé des espaces pour des spots de 2 minutes. C'est du jamais vu. Ils essaient vraiment de saturer l'antenne et d'atteindre un maximum de personnes jusqu'au dernier moment. De telle manière que quelle que soit la chaîne que vous regardez la veille de l'élection, vous verrez Barack Obama. Le temps des publicités négatives est arrivé. Chaque camp répond aux attaques de l'autre. La surenchère fait monter les enchères. Regardez ici, son spot est arrivé à 11h35 du matin. Maintenant, regardons à quelle heure Obama a lancé le sien. 11h41. Toutes les demi-heures, Obama apparaît dans un spot TV. Hillary Clinton est en train de perdre la guerre des pubs après avoir perdu celle de l'argent. On les remercie pour l'argent. Je me dis quand même, s'il perd ici tout cet argent dépensé... Ouais, ça fait quand même 500 000 $. Obama creuse l'écart. Un mois plus tard, Hillary Clinton reconnaîtra sa défaite. Avec plus d'un tiers des dépenses totales, la publicité est l'un des tout premiers postes du budget de campagne. En septembre, Obama dépensait 1,5 million de dollars par jour en spot télé. Mais rien ne remplace le quadrillage militant, surtout quand il est gratuit. Obama a trouvé l'appui des syndicats, routiers, fonctionnaires, infirmières, au total plusieurs millions de membres. Barack Obama est convaincu que si vous faites grève, alors vous retrouvez votre job quand la grève est terminée. C'est ça l'Amérique que nous voulons. Pour nous, c'est vraiment la possibilité de grossir nos rangs. Il va nous aider à nous organiser, à retrouver nos forces. Il s'est engagé personnellement à nous aider, nous, les syndicats. Vous êtes prêts à changer le visage de l'Amérique? Les syndicats n'ont pas le droit de faire de contributions directes aux candidats, mais participent à la guerre des pubs. Le syndicat a déjà dépensé 20 millions de dollars pour soutenir Obama. Il rapatriera nos courageux soldats, hommes et femmes, et investira ici dans la santé, l'éducation, les infrastructures. Barack Obama, l'Amérique d'abord. Un soutien financier et un quadrillage militant méthodique. 2 semaines de porte-à-porte en faveur d'Obama dans les banlieues ouvrières. En échange, ces syndicalistes espèrent bien un retour d'ascenseur. On pourra dire au futur président, voilà le nombre de conversations qu'on a eues. Voilà ce que nous avons fait pour vous. Voilà comment on vous a fait élire. Alors qu'est-ce que vous allez faire pour nous? C'est de ça dont il s'agit. D'un côté, les syndicats, de l'autre, le monde des affaires. Washington. Au cœur de la campagne, les lobbyistes, des hommes de l'ombre payés par les grandes compagnies pour influencer les lois américaines en toute légalité. Des lobbyistes qui contribuent pour 80 millions de dollars dans la course présidentielle. John McCain accepte leur argent, Barack Obama les dénonce et en a fait un argument de campagne très porteur. Les lobbyistes de Washington empêchent de faire bouger les choses. Je suis Barack Obama. Je suis le seul candidat qui refuse leur argent et ils ne contrôleront pas ma Maison-Blanche. C'est sur la K Street que les lobbyistes ont leur quartier général. Énergie, santé, finances, ils sont 15 000 à Washington. Pour beaucoup, ils incarnent la corruption en politique. Les 2 plus proches conseillers de John McCain, Rick Davis et Charlie Black, sont des lobbyistes réputés. Charlie Black, l'un des plus importants conseillers de McCain, est un lobbyiste en activité. Il dirige l'un des plus puissants cabinets de Washington. La polémique enfle, les consignes se durcissent, nos demandes d'interview sont toutes refusées. En raison de nouvelles règles arrêtées par notre direction concernant les liens entre les lobbyistes et la campagne, je ne peux pas accorder d'interview.
Juste avant cette interdiction, nous avons droit à un entretien avec Judy Black, l'épouse de Charlie Black. Avec une consigne, aucune question sur ses activités professionnelles. Lobbyiste elle aussi, elle a déjà levé plus de 500 000 $ pour John McCain. Là, c'est George Bush, alors président des États-Unis, le 41e, avec mon mari et moi, un réveillon de Noël. Ici, c'est le vice-président Dick Cheney. Je l'ai connu quand il était député du Wyoming. Moi, j'étais du Colorado. Ces deux États sont voisins. J'ai donc eu la chance de le connaître. L'entretien commence donc sous surveillance. Et quand il s'agit de savoir si l'on peut être à la fois lobbyiste et œuvrer pour la candidature de McCain, la réponse est pour le moins fuyante. Vous savez, je ne fais pas grand-chose pour la campagne. Je travaille un peu comme volontaire. Et en insistant, on ne fait qu'aggraver son cas. Coup de téléphone, l'entretien est terminé. Je fais du lobbying pour les scouts des États-Unis, pour des fondations qui luttent contre l'ostéoporose, pour des organisations respectables. Je ne vois pas où est le problème. Le registre officiel des lobbyistes en dit beaucoup plus. La liste des clients de Judy Black est riche. Johnson & Johnson, Merrill Lynch, Adamas Pharmaceuticals, autant d'influences auxquelles le candidat doit savoir résister, surtout quand ces lobbyistes collectent pour sa campagne plusieurs millions de $. John Quinn est l'un des lobbyistes les plus influents de Washington. Ancien conseiller de Bill Clinton, il a monté sa société avec un associé républicain, aujourd'hui conseiller spécial à la Maison-Blanche. John Quinn refuse de s'impliquer dans la campagne présidentielle. Il connaît trop les risques de collusion entre la politique et le monde des affaires. Je crois qu'un lobbyiste, ou quelqu'un qui emploie un lobbyiste, ne devrait pas être autorisé à donner de l'argent à un élu qui aurait une influence sur les dossiers dont le lobbyiste s'occupe. Moi, j'interdirais cela. Au cœur de la polémique, c'est le financement de la campagne présidentielle qui est en cause et sa régulation. C'est la commission électorale qui fait la police. L'agence, créée au lendemain du Watergate en 1974, est chargée de contrôler l'origine des fonds. L'idée au départ, c'était qu'il fallait une structure séparée du Parlement, séparée du président. Est-ce que c'est vraiment le cas aujourd'hui ? En principe, ça l'est. Mais en fait, nous contrôlons ceux qui nous contrôlent. Une indépendance sous contrôle. Son président, David Mason, en fait aujourd'hui l'expérience. C'est sa dernière réunion. La Maison-Blanche a mis fin à son mandat hier. David Mason paierait un zèle excessif. 3 mois plus tôt, il a adressé à John McCain une lettre officielle qui limite drastiquement ses dépenses de campagne. Une provocation pour le camp républicain. David Mason débarqué, John McCain peut dépenser tranquille. Avez-vous été surpris? Je n'ai rien à dire là-dessus. Vous avez des regrets? Non. Il a été un très bon président de commission. Nous sommes nommés par les politiques, c'est un processus politique. Vous ne trouvez pas surprenant que l'année de l'élection présidentielle, la commission ne puisse pas faire son travail? Je ne vais pas faire de commentaires. Ceux qui sont candidats à un poste de député ou de président sont très attentifs à la composition de la commission. En fonction de qui est membre de cette commission, ils savent qu'ils peuvent être inquiétés. La commission peut enquêter sur eux et donc leur causer des ennuis. Un mois plus tard, la commission a à sa tête un nouveau président, un avocat spécialiste du financement électoral, un républicain fidèle à George Bush. Mais pour contourner le plafonnement des contributions, une nouvelle arme de campagne existe. Des associations soi-disant apolitiques qui lancent à coups de millions de dollars des campagnes de pub pernicieuses. Des campagnes financées par des milliardaires qui avancent masqués. En 2004, c'était le très discret républicain Bob Perry, un magnat de l'immobilier texan.
Il a fait trébucher le candidat démocrate John Kerry en finançant une campagne l'accusant de mentir sur ses états de service au Vietnam. Et pour cela, il utilise une association d'anciens vétérans. En cas de guerre, l'Amérique peut-elle faire confiance à un homme qui a trahi son pays? John Kerry ne s'en est pas remis, il a été battu par Bush. L'association, elle, a dépensé en spot télé des millions de dollars, en marge de la loi. Elle sera condamnée par la commission électorale à 350 000 $ d'amende, 3 ans plus tard. C'est impossible de faire confiance à John Kerry. Pour Obama, la menace s'appelle Sheldon Adelson, l'empereur des casinos de Las Vegas, la 3e fortune d'Amérique en 2007. Républicain ultra-conservateur, hostile à toute négociation au Proche-Orient, Sheldon Adelson soutient sans réserve la guerre en Irak et le sacrifice des GIs. Sheldon Adelson, le propriétaire du Venetian Casino, a fait venir par avion 40 vétérans infirmes jusqu'à son hôtel. Ces gens défendent nos vies, notre liberté. Le moins qu'on puisse faire, c'est leur dire merci. Pour influencer l'opinion publique, Sheldon Adelson finance une nébuleuse d'organisations, dont les Vets for Freedom, les vétérans pour la liberté. Au regard de la loi, l'organisation doit être non partisane. On camoufle donc les indices pro-McCain. Mais le message de leur spot télé, lui, ne fait aucun doute. Obama est bien l'ennemi à abattre. En avril 2008, je suis parti avec 12 autres vétérans rencontrer notre sénateur Barack Obama. Il n'était pas disponible pour nous recevoir, mais nous n'avons pas été surpris. Il ne s'est pas entretenu une seule fois en tête-à-tête avec nos officiers en Irak. La question pour l'Amérique est, si Barack Obama ne nous écoute pas, qui va-t-il donc écouter? Nous, les vétérans pour la liberté, nous avons été les premiers à appeler Barack Obama à retourner en Irak. Il était indispensable qu'il y retourne. Ça faisait quoi, 2 ans qu'il n'y était pas allé? Nous avons donc diffusé nos pubs pour dire « Vous voulez être pris au sérieux? Alors il vous faut d'autres informations qui viennent du terrain. » Et c'est à cause de cela qu'il y est retourné. Sheldon Adelson aurait en caisse 200 millions de dollars pour faire tomber Obama. Mais sa fortune lui sert aussi à faire pression sur la politique étrangère américaine. La priorité absolue de ce sioniste acharné, c'est Israël. En mai dernier, il offre 3 millions de dollars pour le 60e anniversaire de l'État juif. Maître de cérémonie, Sheldon Adelson affiche sa complicité avec le président Bush, celui qu'il appelle le meilleur ami d'Israël. Monsieur le Président, Myriam et moi, nous sommes honorés de votre amitié. Nous admirons sincèrement vos efforts pour protéger et pour défendre la sécurité de l'Amérique, ainsi que votre soutien ferme et inconditionnel à l'État d'Israël et à son peuple. Sheldon Adelson finance aussi de nombreuses associations pro-israéliennes américaines, dont la très radicale Organisation sioniste d'Amérique. Une organisation qui milite pour stopper toute aide financière aux Palestiniens et qui fait campagne souterrainement contre Barack Obama. La plupart de ses conseillers en politique étrangère sont hostiles à Israël. Il est très ami avec des gens très hostiles à l'État juif. Nous avons demandé qu'Obama prenne de plus justes conseillers pour traiter de la question des Arabes contre Israël. Objectif, discréditer Obama auprès de la puissante communauté juive américaine, traditionnellement démocrate. Et Sheldon Adelson profite de son soutien financier au camp républicain pour faire fructifier ses affaires. C'est le roi du retour sur investissement. Il est le premier Américain à avoir obtenu l'autorisation d'ouvrir un casino en territoire chinois, à Macao. Il y a construit le plus grand casino du monde, 700 tables de jeu, 3000 chambres d'hôtel, un chantier à 2 milliards de dollars. Ce coup de maître, il le doit en partie à ses relations politiques. En 2002, alors qu'il négociait sa licence de casino avec le président chinois, il téléphone à son ami Tom Delay, chef de file des députés républicains à Washington. Objectif, faire barrage à un projet de loi américain visant à priver les Chinois de Jeux olympiques. La loi a été écartée, Adelson a eu son casino, qui attire aujourd'hui 25 millions de clients par an.
La concession leur a été accordée juste après que Delay a retiré la loi du calendrier parlementaire. Adelson a développé d'excellentes relations avec les autorités chinoises. Il a fait des drôles de commentaires à leur propos. Il est très hostile à toute critique de la Chine sur la question des droits de l'homme. Sheldon Adelson a toujours bénéficié de l'appui de la Maison-Blanche. Au fil des campagnes électorales, il a arrosé le camp républicain à coups de millions de dollars. En janvier dernier, le président Bush le nommait membre d'un influent conseil chargé de négociations sur le commerce international. Je vais vous confier mon secret, un conseil que personne ne suit. Il faut faire dans la vie exactement ce que les autres ne font pas. Il faut changer le statu quo. Face à ses fortunes républicaines, Obama a aussi ses réseaux. Direction Hollywood, allié indéfectible des démocrates, une formidable machine à lever des fonds. La Californie est l'État le plus riche du pays. Avec 110 millions de dollars, c'est le plus gros contributeur de la campagne présidentielle. Hillary a de son côté Barbara, Madonna et 50 Cent. Obama a Oprah, George Clooney et Stevie Wonder. McCain, Rocky et le gouvernateur. Écoutons le sénateur McCain. Hier soir, nous vous avons parlé de la levée de fonds d'Obama à 1 million de dollars. Et nous vous informions qu'il marchait sur les plates-bandes d'Hillary Clinton. Nous sommes à Beverly Hills, le quartier des stars d'Hollywood. Ted Johnson est chroniqueur politique de Variety, la revue des professionnels du cinéma. L'an dernier, en février 2007, Ted a vu comment Hollywood a lâché Hillary Clinton pour soutenir Barack Obama. Voilà le Beverly Hills Hotel. C'est là que Barack Obama a fait sa première collecte de fonds. Il a réuni 1 300 000 $. C'était une soirée excitante. Je n'étais jamais allé à une collecte de fonds où vous avez l'impression que tout Hollywood s'est donné rendez-vous. 3 jours après, Hillary Clinton répliquait avec une autre levée de fonds. Trop tard, en séduisant les riches contributeurs, Obama était déjà devenu le plus redoutable des outsiders. C'est au trio du studio DreamWorks qu'Obama doit ce tour de force. Steven Spielberg, David Geffen, Jeffrey Katzenberg, tous trois jusque-là acquis à Hillary Clinton. Ça a excité beaucoup de gens que ces 3 personnes tellement respectées dans le milieu soutiennent Obama. Ça a vraiment boosté sa capacité à trouver des soutiens ici. Aujourd'hui, tout Hollywood ou presque s'est rangé derrière Obama. Il y a un mois, un seul dîner a permis de lever 11 millions de dollars, un record absolu. Hollywood, une industrie généreuse qui, de toutes celles impliquées dans la campagne, serait la seule désintéressée. À Hollywood, les donateurs ne cherchent pas à obtenir des faveurs commerciales. Par exemple, sur la distribution des films à l'étranger. Je crois que ça n'arrive quasiment jamais. C'est plutôt le côté frime qu'ils recherchent, quand vous connaissez ces personnalités politiques. C'est le fait de pouvoir appeler leurs amis et dire « Hey, je viens de parler à Barack Obama ». Et ce ne sont pas les vedettes de cinéma qui signent les plus gros chèques. Elles ne font souvent que prêter leur image aux candidats. Les stars n'ont pas le temps de créer un réseau performant qui permettrait d'appeler tous les donateurs potentiels. Qui sont les plus gros leveurs de fonds? Ce sont les producteurs. Par exemple, ici, vous avez Michael Linton de Sony. Il a levé plus de 200 000 $ pour Obama. Sony Pictures, un empire de l'industrie du cinéma, un chiffre d'affaires de près de 8 milliards de dollars et un PDG qui organise chez lui des levées de fonds pour Barack Obama. Si Michael Linton ne cache pas son soutien, il appelle les stars d'Hollywood à faire profil bas pour ne pas porter tort à leurs favoris. Hollywood doit être prudent quant à sa médiatisation dans cette élection. Car aux États-Unis, en général, la population ne voit pas Hollywood d'un bon œil. Elle voit ceux d'ici comme des gens très bien payés, voire trop bien payés. Ils nous voient comme des gens déconnectés de la réalité
et des problèmes du moment. Hollywood doit être impliqué mais doit donner des conseils en coulisses. Conseils en communication, généreuse contribution, mais aussi reconversion militante. Heather Thomas, vedette télé des années 70, reçoit chaque mois à domicile des responsables associatifs dont l'objectif est de faire élire un démocrate à la Maison-Blanche. Ici, même les célébrités militent pour la cause. Tout le monde ici à Hollywood veut être le premier à financer la prochaine organisation à la mode. Mais il y a des millions d'autres associations plus petites, mais tout aussi indispensables. Et moi, je voulais leur offrir un lieu pour qu'elles rencontrent les fondations privées et qu'elles trouvent le financement nécessaire. Ok, aujourd'hui, c'est l'un de mes jours favoris. C'est comme dans le bon temps, nous allons parler de l'inscription électorale et comment inciter les gens à aller voter. Pour ces associations engagées dans le camp des démocrates, Hollywood est une manne à exploiter. L'argent, bien sûr, et la notoriété de ses acteurs. Heather laisse ses activistes pour aller mondaniser. Elle fait la promo de son premier roman sur la levée de fonds. Direction Barney's, une boutique chic de Beverly Hills, pour le lancement du livre. L'histoire d'une desperate housewife d'Hollywood qui trompe son ennui en organisant des levées de fonds. À Hollywood, soutenir Obama, c'est devenu un must. Ça a toujours été comme ça. Les femmes disent à leur mari « Mon chéri, je veux donner tant. Chéri, je veux aller à cette soirée. Chéri, je veux financer cette personne-là. » Les maris, eux, sont trop occupés à faire de l'argent. Et c'est comme ça que les femmes s'engagent en politique. Et puis moi, j'ai une grande pelouse à la maison, j'ai de l'espace, alors ils viennent aux soirées. Toutes les amies d'Heather Thomas ont atteint le plafond de contribution, les 2300 $ par candidat. Entre elles, c'est à qui trouvera le meilleur moyen d'en donner davantage. On donne des soirées à la maison. On sollicite les amis pour qu'ils signent des chèques. Il y a des studios créatifs ici. On va bien trouver des moyens créatifs pour soutenir notre candidat préféré. Leur créativité, ils sont nombreux à les mettre au service de la cause démocrate. Le chanteur de hip-hop, will.i.am, fait un carton sur la toile. 20 millions de connexions Internet, avec son clip qui reprend en chanson l'un des plus fameux discours d'Obama. En vedette, Scarlett Johansson, Herbie Hancock et toute une brochette d'autres stars des séries télé. Yes, we can. Yes, we can. We will remember that there's something happening in America. That we are not as divided as our politics suggest. That we are one people. That we are one nation. Alors que les studios d'Hollywood font profil bas, d'autres la jouent franc-tireur et utilisent leur talent contre les républicains. Robert Greenwald est un documentariste très critique de l'administration Bush. Son brûlot contre la très conservatrice chaîne Fox News a fait le tour des campus américains. Très réactive, l'équipe de Robert Greenwald poste régulièrement sur Internet des clips qui traquent les contradictions de John McCain. Le dernier en date dénonce le refus du candidat républicain de voter une aide pour les vétérans d'Irak, malgré son soutien affiché à la guerre. En tant que vétéran, il devrait se mettre à notre place et prendre la bonne décision. Ces GIs sont venus ici, on les a filmés et au bout de 24 heures, on a mis cette vidéo sur le net. Et une semaine et demie plus tard, Obama posait publiquement la même question. Pourquoi le sénateur McCain ne soutient pas cette loi? Il semble que McCain a esquivé la question à cause de cette pression. Avec plus de 20 millions de connexions, les clips de Robert Greenwald font mouche. Un bouche à oreille viral, un coût de fabrication très réduit, une efficacité redoutable. On ne peut pas dépenser des centaines de milliers de dollars et ne pas avoir de retour sur investissement. Et puis, on voit de plus en plus que les histoires bien ciblées sont efficaces dans la communication politique. C'est une approche destinée à vous atteindre, vous. On appelle ça le marketing autorisé. On vous demande la permission de recevoir l'information plutôt qu'on vous l'impose. Quelques mois plus tard, un autre clip se révèle dévastateur pour McCain. Une vidéo qui dévoile la valeur de toutes les propriétés du républicain.
13 millions de dollars. Une vérité qui dérange dans une Amérique traumatisée par la crise immobilière. Le lendemain, la presse se saisit de l'affaire. How many houses do you and Mrs. McCain have? I think I'll have my staff get to you. I'll tell you about it. How many of them further? John McCain a oublié combien de maisons il possède. L'affaire fait la une de toutes les télés et le clip de Greenwald se répand sur la toile de manière virale. Bien sûr que John McCain étant marié à une femme extrêmement riche, la dernière chose dont il a besoin, c'est d'être vu comme un candidat déconnecté de la population. Le deuxième jour, on était au-delà des 250 000 personnes qui avaient regardé notre vidéo. On a été aussi repris par le New York Times, par le Washington Post. On n'avait pas besoin d'atteindre des millions de personnes en payant des millions pour des publicités nationales. On a juste eu besoin de faire poser des questions à McCain par des journalistes sur sa richesse personnelle. I'm Barack Obama and I approve this message. Et Obama s'engouffre dans la brèche avec son propre spot, diffusé le jour même sur les chaînes nationales, à coût de centaines de milliers de dollars. Quand on a demandé à McCain combien de maisons il possédait, il n'a pas pu répondre. Il ne s'en souvenait pas. Eh bien, c'est 7 maisons. Et voici une maison que l'Amérique ne peut pas laisser à John McCain. McCain affaibli et distancé dans la course à l'argent. Obama bat tous les records, 66 millions de dollars pour le seul mois de septembre. Il offre même son aide à Hillary Clinton, sa concurrente malheureuse des primaires, pour régler ses dettes de campagne. 20 millions de dollars. La sénatrice Hillary Clinton a encore des dettes. Je vous serai très reconnaissant de regarder sous votre chaise. Il doit y avoir une enveloppe. S'il vous plaît, prenez le temps de non seulement l'ouvrir, mais aussi de mettre quelque chose dedans. Cela va nous permettre d'avancer ensemble et unis. Alors je vous le demande à tous, faites-le. Et en avant la musique. L'objectif est aussi de rallier les gros contributeurs d'Hillary Clinton. À un mois de l'élection, Barack Obama a dépensé 2 fois plus que John McCain. Direction Denver et la grande messe démocrate, le sacre de Barack Obama. Parmi les 80 000 supporters, James Chanos, le milliardaire de Wall Street, et ses amis dans sa loge privée. C'est du théâtre, mais du bon théâtre. Ce soir, beaucoup d'entre vous sont sans travail, ou travaillent plus pour gagner moins. Beaucoup d'entre vous ont perdu leur maison, ou voient la valeur de leurs biens s'effondrer. Beaucoup ont des voitures qu'ils n'ont plus les moyens de faire rouler, des factures qu'ils ne pourront jamais payer, des dettes qu'ils ne pourront jamais rembourser. Un discours qui s'adresse aux pauvres et aux classes moyennes, pas à James Chanos. Lui qui gagne plusieurs millions de dollars par an à Wall Street, va pourtant voter contre ses intérêts personnels. On aura probablement un gouvernement plus interventionniste, probablement plus d'impôts. Ce ne serait pas une surprise. Mais pour nous qui sommes des privilégiés et qui avons un taux d'imposition inférieur à celui d'un professeur ou d'un soldat, eh bien moi, je serais content de payer plus d'impôts car aujourd'hui le système est fou, irrationnel. Je suis pour une économie où le travail est moins taxé que le capital. Si vous pensez différemment, vous votez républicain. Chez les républicains, c'est le recueillement. La droite chrétienne est rassurée. John McCain a trouvé sa botte secrète, sa vice-présidente, Sarah Palin. Elle est la candidate idéale, anti-avortement, anti-taxe et gouverneur de l'Alaska, où le pétrole coule à flot. Américains, il faut que nous produisions plus de notre pétrole et de notre gaz, ici, dans notre pays. Notre adversaire ne cesse de dire que le forage ne résoudra pas tous les problèmes énergétiques de notre pays, comme si nous ne le savions pas. Mais même si ça ne résout pas tout, ça ne justifie pas de ne rien faire. Dans les 2 jours qui ont suivi la désignation de Sarah Palin, John McCain a levé 9 millions de dollars, un record.
Robert Mosbacher, le pétrolier de Houston, est aux anges. La nouvelle promue est une très bonne affaire pour les comptes de campagne. On a levé 47 millions ce mois-ci, 27 millions le mois dernier. On va voir comment ça se passe. Mais on a un nouveau personnage pour la levée de fonds. C'est la vice-présidente désignée. Elle électrifie les gens, pas seulement les conservateurs, mais aussi les femmes et beaucoup d'autres. Donc, elle sera parfaite pour lever des fonds. McCain-Palin, un ticket qui fait rêver à la victoire. C'est le message que vendent les pubs télé des républicains. Moins d'impôts pour créer des emplois, l'exploration offshore pour faire baisser le prix de l'essence. McCain-Palin, leadership, expérience pour le changement dont nous avons besoin. L'Amérique d'abord pour McCain, l'espoir et le changement pour Obama, deux visions, deux visages pour un pays au bord de la faillite. L'élection du 44e président des États-Unis aura coûté 1,5 milliard de dollars. Une fois installé à la Maison-Blanche, ses amis sauront le lui rappeler.